imaginons cette fois-ci un simple enseignant assigné à une classe, à une contrée qui est loin de chez lui, seule condition qu'il parle français et qu'il applique toute méthodologie et discipline intitulée aux intitulaires. C'est-à-dire pour qu'il puisse capte, reçoit tout ce qu'il énumère, met en relation un peu, mais pas trop, d'une manière élastique des rapports, donc un certain travail obligé sur les rapports catégoriaux, surtout catégorie de relations privilégiées, mais la chose, effectivement, il faut l'éviter. La chose évitée, c'est-à-dire topoi, il ne faut pas en parler trop de profession de ses parents, de ses origines ethniques. Là, topoi est catégorie de substance et dangereux. Alors, il reste modalité, comment tu vis, dans quel HLM, et toi, quel niveau d'écoute est-ce que tu es un imbécile normal ou un imbécile génial? Est-ce que tu connais tu écoutes des musiques du genre deep house, heavy metal ou François quelque chose que j'ai oublié, où tu es un fan de Charles Aznavour et Dalida, etc. Tout ça compte parce que tu es dans un boulot, tu es bien assigné à un travail et tu es content. Normalement, tu auras des jours salariés et libres et tu vas en discuter pendant tes temps libres de cela seulement, uniquement. Toute préoccupation ne serait que cela à partir d'ici, avec les filles, avec les garçons, en zinc, alcoolisés ou au café le matin, le soir, en rentrant à la maison devant chez ses parents, tes parents, et au Noël, si tu comptes ceci, dans le mois de Ramadan, après avoir assouvi la soupe de ma mère, etc., etc. Ta vie est dessinée en tant qu'une membre respectable et à respecter par la folie, par la force légitime d'un corpus énorme qu'on appelle l'éducation française. Elles n'ont pas l'éducation à l'anglaise. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, vocabulaire. Surveille ton vocabulaire. Si tout le monde dans ta classe n'a pas dans le même niveau de vocabulaire, alors tu écris sur la table. Et eux aussi, ils écrivent dans leur cahier. Alors, égalité commence par un trésor commun de vocabulaire. D'abord, dictionnaire, petit rabais, commander, acheter, délivrer à la maison, et même c'est utile pour les parents, c'est-à-dire si tu as une mère arabe qui ne connaît pas français, c'est le temps à partir d'un médium qu'on appelle l'enfant, qui est lui-même problématique, et qui est en voie de développement, etc. Mais et pour la patrie, c'est notre seule chance pour effectivement épanouir la mère, la sister, la sœur, et au besoin, s'il n'a pas trop écrasé, mort déjà, le père, quand même. Il y a une entité de père qui est très importante
dans les religions archaïques qui est dépassée par la révolution, pardon, non pas révolution, mais révélation christique, c'est-à-dire Saint-Esprit qui est notre, c'est à partir de quoi nous profilons des mots, nous professons, nous confessons en chaque cours matinal et après-midi, au midi, dans le coin de petits repas, c'est-à-dire Eucharistie obligatoire, etc. Alors, la France républicaine ne peut s'en passer de tous ces pratiques, dispositifs, et non pas coercitifs. Il n'y a pas de prison, sauf qu'il y a quand même un grand fer qui tue le grand, etc. Donc, ce sont des choses qui ne concernent que les religions, non pas les religions, mais nos régions. Donc, un certain régionalisme à s'adapter au point, c'est-à-dire il ne faut pas être trop régionaliste, mais il ne faut absolument pas nier toutes les valeurs régionalistes, toutes ces médailles, les photographes, les petits musées locaux, etc. Ça, pour un débutant novice, etc., nous ne vivons pas dans une caverne, nous ne sommes pas dans la préhistoire, nous connaissons l'écriture, et l'arabe, je respecte beaucoup, et personne aussi. C'est très chantant quand même, dans les soirées. Et il ne faut absolument pas oublier suivre un programme télévisé quand même qui nous rapporte non pas de l'argent, mais de syntaxe, c'est-à-dire syllabes, avec le consonne et avec la voyelle, c'est comme l'hébreu classique, qui ne connaissait pas les voyelles. Et nous, les Français, notre contribution dans l'histoire de l'humanité, c'est notre espacement temporo-spatial, c'est-à-dire nous mettons des petits espaces dans notre petit clavier d'Azat. C'est l'invention française, l'Azat. Je ne suis pas justicier de vos petites histoires, encore pire, vos grandes histoires. Je suis un écritoire, si tu le parloir. Pour parler comme Socrate, enfin, en parlant de ces choses, chaque fois qui m'arrive, je me sens inexpérimenté comme une novice. Je ne sais quoi dire. Alors, le sujet, c'est quoi? Soit. Notre sujet, c'est la nation. Bon, on ne nomme pas le sujet. Ces sujets-là dont nous privent de parler, qui nous laissent bouche bée, mais autant que nous sommes refoulés dans la parole, nous avons une envie de parler d'autres choses, c'est-à-dire une certaine métonymie instoppable, qu'on ne peut pas arrêter, ininterrompue, voilà. Blanchot aimait le mot interruption avec un point d'exclamation, interruption. C'est pour privilégier le fragment, épisode, période, cyclique,
Qu'est-ce qu'il y a encore de nom métonymique villageois pour dire la règle? Chez nous, c'est aïbacheux, lunaire, lunatique, mal lunaire, etc., etc. Mais il ne s'agit pas encore, toujours, c'est le sujet, théâtre des morts, spectre, autrement il n'y aura pas de théâtre. Sans nécropole, il n'y a pas une agora, une normale cité. Donc, rapport non pas seulement du langage, comme dit Giorgio Agamben, à la mort, mais de théâtre comme commémoration des morts des gens, non pas des ancêtres illustres, mais des ancêtres nodal, j'aurais dit, modus, des modus vivendi, des tragiques, des nœuds tragiques, des véritables bifurcations de l'histoire. Quel est notre sujet dont nous ne pouvons pas parler? Il faut faire des petites quoi sur des lignes, et là, il faut signaler, là, je ne veux pas parler, là, je ne veux pas parler, là, je ne pourrai pas parler, là, j'aurai pu parler, là, je vais en parler. Vous allez faire un programme de possibilités et impossibilités et des impossibilités. Vous devrez avoir une scala montant et descendant, une parabole, hyperbole, une obvie et obtus. Là, vous pensez la géométrie, par exemple, et même vous pensez en même temps autre chose, toujours. La géométrie, c'est une sorte de topographie formalisée, mais vous pensez un jardin public, une fille, une S, un A, B, S. Vous pensez une trilogie, diptyque, triptyque, un retable, un certain réceptacle, un renversement. Vous avez une projection, soit diminuée, soit agrandie, de procédés. Vous travaillez au sens propre du terme. Donc, vous n'êtes pas laboureur, mais vous labourez, dans des matières dont je parlais. Donc, tout est parlé, tout est dit, tout est décrit, tout est commensuré, proportionné. Vous pouvez mettre n'importe où une petite X et un petit point d'interrogation, étiqueter, mettre sous la table, sous le mur, sous le pan de mur, et vous pouvez même faire des empreintes sur vos t-shirts, vous pouvez vous promener. Vous pouvez vous promener en public avec les t-shirts parlantes, comme des statues parlantes. Tout est possible. Mais le problème ineffable commence, non pas commence quand vous enlevez votre t-shirt, mais quand vous enlevez votre couvre-chef. Et là, vous dites, la loi, loi. Vous devrez maintenant tracer votre peinture. Non pas peinture, pas encore, sans couleur. Si vous aimez des couleurs avant la ligne, trait. Si vous traiteriez
si vous permettriez qu'on vous traite, que vous traite le sujet en traitement total ou en épisode en totalité, une vision totale ou une gestalt, si vous positionnez les entités sur une ligne ou sur une perspective accrescento, contraste quoi, descento, ou en une, quoi, c'est comme Boléro, en une cyclique répétition interminable des sujets récurrents qu'on n'arrive jamais à résoudre, comme étage sonore, plusieurs étages, ou dessiner. Pour penser à la musique, il faut dessiner quand même des croquis pour l'architecture aussi. C'est valable ce que je dis. Il y a une petite intime un point nodal entre architecture et la musique qui entre eux, comme médium, c'est la peinture, non pas peinture, mais dessin. Le dessin comme l'origine. De quoi? De distance, séparation. Distance. Idole, vous lisez quand même ce livre fantastique de Jean-Luc Marion. Idole à distance. Quel est votre rapport à vos X? Qui peut être des idoles, des événements, des visites. Enfin, vous pensez comme une sorte de petit cahier de mémoire, un mémorandum. Voilà, quel est votre rapport à votre X? Et comment définirez-vous comme sujet subjectivé ou subjectivant ou des subjectivités divisées ou votre rapport à autre, comme autre. Voilà. C'est un devoir à la maison que vous allez faire maintenant. Alors, en philosophie, terminologiquement, il y a plus de 3 termes que je suis loin de comprendre et que j'utilise tout le temps. Commençons. Repérage. D'abord, qui dit je comprends au départ, voulait dire simplement ce dont on parle. C'est pas tout à fait une todétie, mais quand même quelque chose de la chosalité dont on parle. Mais après, on a eu besoin de parler de quoi dites. C'est complètement néologisme à l'intérieur de français, une certaine latinisant, pour dire cette fois-ci subjectivité du sujet. C'est complètement, ça sent faux. Donc je ne comprends pas, mais j'utilise effectivement correctement et j'essaie d'être fidèle à la tradition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, ipséité, ça j'ai bien compris. Et j'ai même inventé un concept, non pas moyenneté, cette traduction de Iheit de Jacob Böhm, mais j'ai inventé moyette, comme une mouette, alouette, pour désigner moi, ce mois-ci, mon moi et vos moi. Moyette, c'est bien. Non. Moyette, viens ici, Moyette. Vous pouvez appeler votre chat, petit chat, Moyette. Voilà, c'est mon invention. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, chez Mouettine Arabi, je comprends absolument pas le concept Ain.
Mais je peux traduire comme substance avec une légère nuance de justement qui déteste ce dont on parle, non, mais justement l'essence même, Wesenheit, c'est ein, identité, idem, ipse, même solus, isolé, ein. Pour Dieu, d'abord, sa présence impénétrable, mais pour chaque chose aussi, il y a un ein, donc une quiddité. Mais est-ce qu'on peut savoir, avoir un accès à cette quiddité, à cette ein? Oh, ça, c'est une grande histoire. Chez Ibn Arabi, chez Hegel, dans toute phénoménologie. Là, à ce moment-là, on a besoin d'un autre mot, tel. C'est pas moi qui ai inventé tel. En Syrie, il y a beaucoup de villages qui s'appellent tel. Même en Israël, il y a une ville qui me semble qui s'appelle Tel Aviv. Tel. C'est une réalité arabo-juive, tel. Tel, c'est-à-dire tel en français aussi. Pensons, à partir de français, quand même, nos petits écoliers français, tel, c'est-à-dire tel que, tel quel. Non pas un, on ne peut pas accéder à une bourge syrien, ni à un site historique de ex-Palestine, un nouveau Israël, terre promise, Kudus céleste, Kudus actuel, une ville ou pas ville, ayant une appartenance, une habitant, une démographie ou pas. On ne peut pas savoir un qui dit de Jérusalem, mais on peut en parler indéfiniment de tel Jérusalem, d'un tel habitant de Tel Aviv, d'un tel affaire. Si on commence à renommer les suburbs, les banlieues, les villages de toute la Syrie, alors on n'a que de tels et de tels en tel. Donc c'est très très sérieux. J'ai écrit un grand roman pendant dans les jours les plus chauds des toutes sortes d'invasions vers Syrie, de la part de la Turquie, de la part de la Russie, de la part de la France, de la part des États-Unis, Allemagne, etc., Angleterre. Eh bien, j'utilisais régulièrement en langage métaphysique ce concept tel que j'opposais à ein, c'est-à-dire qu'il dit tel. Voilà. Tout ce que je ne comprends pas de la philosophie, je vous ai expliqué dans une fiction que j'ai écrite qui s'intitule quand même j'étais très malade, j'ai écrit jour et nuit sans sommeil. Ça s'appelle l'histoire à Gebheri. C'est comme une sorte, comment on dit, non pas chronologie historiette, non pas une historiette, c'est pas une nouvelle, c'est pas un roman. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque pour ce genre? Non pas chronologie, c'est pas une monographie, c'est pas une biographie.
Voilà, histoire, hein, au sens ottoman du terme, histoire de Naïma. Il n'y avait pas une histoire sur quelque chose, histoire de quelque chose. Toutes les histoires qu'on écrivait pendant la culture et la civilisation ottomane portaient le titre de leur auteur, c'était signé, c'était comme une sorte d'autobiographie. Gevheri, donc, il s'agit d'un nom propre, non pas un lieu. Lieu en question qui est sujet principal de mon roman, c'est dans le Sahara, près de Marocco, entre Mali et actuel Cameroun, une ville qui existe encore, qui a changé quand même beaucoup de langues, qui s'appelle Timbuktu. Enfin, les Français prononcent comme ils veulent. Moi, je suis prêt à l'appeler Dimetoka. Bon. Donc, ce genre d'histoire s'appelait, en langue ottomane, Vakau Navis. Voilà. Seulement les gens qui ont étudié à Harvard University, dans le département de langue étrangère orientale et ottoman, peuvent comprendre. En France aussi, il y avait quand même une certaine éducation de langue orientale. Rue d'Île, il y a une bibliothèque, etc. C'était une certaine chronique, court chronique des jours. Depuis Hésiodos, ça existe. C'est pas une fondation d'une métaphysique future, c'est une chronique, une certaine événementialité hors du temps, dans le temps, sous l'espèce d'éternité, c'est-à-dire subspécie éternelle, mais complètement dans sa singularité quelconque. Donc il y a une hic nunc ego, mais le problème c'est que tous les actes et les événements sont à la fois figés, à la fois imprévisibles, comme tout événement, dont la fin, la finalité, mais tout est déjà écrit comme un destin, comme une sorte de cartographie picturale, une certaine graphique, etc. C'est ça, chronique, non pas un journal intime, loin de là, loin d'une certaine biographie, loin d'une autobiographie, mais autobiographie. Oui, ça, complètement d'accord. Est-ce bien compris? Je vous dois la vérité en fiction, signée non pas Paul Cézanne, mais Mélie Bacharan. Alors, ramassons nos esprits. Nous sommes ici maintenant à Sukutari, et non moi. C'est ma fiction d'aujourd'hui. Je suis dans mon tonneau parloir habituel. Alors, on est à Sukutari au XVIIIe siècle et devant un poteau d'exécution. Mais il n'y a pas un poteau parce qu'en islam, c'est interdit d'étrangler quelqu'un. Donc, c'est interdit de couler le sang de quelqu'un. Parce qu'il y a 10 commandements, donc il faut soit étrangler sur place, soit couper sa tête. Ça revient au même. Mais je suis innocent, j'ai confondu parce que j'ai lu cette histoire. Je crois que
chez un poète Ejayan encore, il me trompe. Et il raconte une scène terrible à Üsküdar aujourd'hui, n'est-ce pas, une grande district d'Istanbul. Et c'est un peu contemporain de Byzance, c'est-à-dire avant la conquête, Scutari existe et il avait une population musulmane. Mais, 18e siècle, Scutari, il y a un pot d'exécution et il n'y a pas de pot. C'est-à-dire qu'on coupe les têtes dans le port, au bord de la mer, au Bosphore. Et les eaux du Bosphore sanglantes, coulent rouges. C'est pas très rare dans l'histoire, ni chez les Ottomans, ni chez les Russes, ni chez Danube, au bord de Danube. On ne sait pas, Rhénan ni Loire, la Seine, etc. On coule rouge. Bon, dans ces jours-là, ici, Scutari, il y a une affaire à faire, il y a des déportations, des populations qui viennent pour être jugées sur place immédiatement, c'est-à-dire en 2 mots, par Cadi, c'est-à-dire le juge, et ça s'exécute en série. Donc quelqu'un ose demander, alors il est très jeune, l'autre dit dans la population, il est vieux, arrêtez-vous, non, ça s'arrête pas, c'est ça, la scène continue, et comment il s'appelle, Djellat, exécuteur, se relève et il retorque quand même à la population les yeux aux yeux et il dit comment on m'a trouvé toujours des Moyen-Âge. C'est ça. L'ironie turque, c'est un peu différent. Ça commence inondation, ça finit sec. Donc, je me souviens d'un texte de Maurice Blanchot, c'était probablement dans l'instant de ma mort, là où il raconte comment il est mort. C'est une mort dont il a survécu. Et à la fin de ce petit bouquin, il parle d'André Malraux, qui aurait écrit quelque part après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a perdu ses manuscrits pendant la guerre. Donc il avait rédigé un livre sur l'histoire de l'art, et ses manuscrits, c'était lui a dérobé pendant son détention peut-être. Et Maurice Blanchot, insidieusement, il a fait une interprétation ironique en disant que ce sont des manuscrits facilement reconstituables, donc tu peux les écrire, tu peux les réécrire ton livre, parce qu'il s'agit d'un livre donc sur quelque chose, au moins sur l'histoire de l'art, donc sur les choses qui existent déjà, donc tu les décris. On sait comment tu les décris, même il s'agit de l'art. Tu le prends comment on le connaît. Donc, il y a des jugements très insinueux là. Et alors, lui aussi, il a perdu, non pas seulement, il aura pu perdre sa vie empiriquement, mais il l'a perdu apparemment transcendantalement. C'est ce qu'il nous insinue également, parce qu'il n'est pas mort. Tout simplement, pour nos critères empiriques, il n'est pas mort. Mais pour ces critères, à lui, dont on ne connaît pas, donc il est mort. Donc il est mort, il est un survivant, très bien, et il a écrit aussi des choses, effectivement, pendant la guerre, et
pendant les réquisitions à sa demeure, c'est lui a dérobé. Et on n'a jamais retrouvé. Peut-être qu'on va retrouver un jour ce qu'il lui a dérobé, sauf que sa vie qui lui a dérobé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire insigneusement encore? Il a écrit, lui, Blanchot, des choses qu'on ne peut pas réécrire. On ne peut pas les constituer tranquillement après la guerre. Il a écrit quelque chose, mais c'était sur l'instant. Et c'est ça, cette théorie, doctrine d'écriture. C'est pas sur les choses, et c'est pas sur les vécus, c'est pas sur les choses dont on connaît le déroulement. Il est arrêté, il est failli d'être tué, sa famille, il est descendu des escaliers. Là, on connaît empiriquement, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est entre deux phrases apparemment. Et c'est ça, on écrit pour quelque chose dont on ne peut pas les constituer, et donc on ne peut pas écrire par définition. Et on écrit comme ça entre deux phrases, entre deux points de suspension, quelque chose là. Pourquoi je raconte ça? Effectivement, c'est parce que, oui, je me suis souvenu empiriquement, oui, mais ce matin-là, encore très tôt, j'ai pas écrit, j'ai pas eu le temps et la patience pourtant j'ai commencé un cahier. Bon, je me suis enregistré, c'est pas comme d'habitude, c'est rare, à la maison. À la maison, et il faut le dire, dans ma maison, à moi, c'est-à-dire intime, dans un endroit véritablement intime. Peut-être c'est pour ça que je ne m'enregistre pas à la maison, parce que je me prépare chez moi. Et donc ce matin, j'étais chez moi, dormi hier soir chez moi, et j'ai feuilleté des choses, des projets, des livres. J'ai commencé à initier un cahier de plus. Sur Lévi-Strauss et Lacan, sur le petit A plus un A barré, un père, fils, oncle, supposé, etc. Ce sont très schématiques, mais ça date d'un véritable manuscrit qui n'a pas perdu, dont j'ai bien gardé entre les feuilles d'un livre, une page volante, véritablement, et tout est là. C'est-à-dire une note de lecture, finalement, qu'on ne peut pas facilement reconstituable. Une lecture apparemment très rapide, très intuitive de l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, et en plus Lacan. Lacan n'est pas cité explicitement, mais Lévi-Strauss citait avec les pages indiquées, tout, une seule page volant, avec une L. Donc, il y a des chaînes, et authentique, j'ai vérifié, ça n'existe pas dans l'anthropologie structurelle, c'est authentique. Donc, je l'ai reconstitué, bizarrement. Après tant d'années, donc, nous sommes 2020, donc c'est exquisé en noté à 1984. C'est bien noté tout ça. Voilà, j'ai reconstitué autrement, mais fidèlement aussi à l'original. Et il y a quelques semaines, j'ai consulté les pages indiquées intéressées de Lévi-Strauss. J'ai fait une relecture de Lévi-Strauss, donc tout est préparé pour la reconstitution. Et en plus, une sorte d'Arbeitung, une réécriture élaborée, que je fais quand même une interprétation qui suit le chemin de Lévi-Strauss en ce qui concerne Oedipianisation. Donc Gilles Deleuze et Guattari dans Anti-Oedipe, ils ont tellement critiqué, etc. Mais déjà, chez Lévi-Strauss, il y a des voies de sortie de Oedipianisation
des pionniers sèches. Et ceci, ça existe. Et chez l'homme sauvage, il ne se dépénalise pas. Et l'homme sauvage, après un instant d'intrusion de l'homme européen, missionnaire et bureaucratie française ou je ne sais quoi, européen, à un moment donné, par rapport à cette pratique mythologico-morale, donc quotidienne, une sorte de politique bien sûr, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est pas une fantaisie, c'est une idéologie politique en acte, en effectuation. C'est-à-dire que ce qu'ils font depuis les temps immémoriaux, donc c'est une continuation cyclique de leur tradition, de leur ancêtre. Tout est schématisé en spirale, non pas en diachronie historique au sens européen, mais dans une temporalité diachronique et dans une synchronie, c'est-à-dire moi je suis né à partir de zéro, tabula rase, mais dans une communauté, là il y a une pratique, je participe, je suis actif, passif, participant, plutôt je suis spiritualisé. Donc, spiritualisé en tant que mœurs d'une communauté. Donc, je participe pleinement aux effectuations des charges communautaires qui m'ont dû. Et moi, j'en charge. Ce sont des responsabilités d'être homme sauvage. Très bien, quel rapport? C'est le rapport reconstituable ou pas. La science, c'est ça. Si c'est reconstituable, c'est de la science. Moi, je suis en train d'entrer dans un truc dont j'essaie de reconstituer, mais il ne s'agit pas de la science. En ce qui me concerne, c'est même lectus. Mais en ce qui concerne Lévi-Strauss, c'est une fondation d'une science. Et donc, on use une science qui est en train de se fonder, comme psychanalyse de Freud, et refondation chez Lacan. Voilà toute cette page-là. C'est une anecdote, une préliminaire de reconstitution. Et écrit. Donc c'est pas enregistré. 2 pages seulement, hein, dans un nouveau cahier ce matin, qui attendait qu'on travaille sur mon table que je ne fréquentais pas. Parce que je prends mes notes. Je me promène. Eh bien, à la maison, j'ai commencé à me promener et j'ai commencé à enregistrer ce fameux enregistrement dont vous allez écouter maintenant. C'est simplement un présentateur, une auto-présentation de la présence impossible. Voilà, j'ai thématisé le truc à partir de Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, littérature, phénoménologie, et moi, ma théorie d'écriture qui n'existe pas, j'écris ou j'enregistre. Pour aller vite, quel intérêt que j'ai une théorie, c'est là, c'est-à-dire que tout déroulement, spirale ou autre chose dialectique, voilà, ah oui, en parallèle, ce matin, j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai relu le page très précieusement, annoté, souligné de la dialectique de la nature de Engels. Parce que j'ai une autre tâche, n'est-ce pas, qui s'appelle biogonie. Il faut que j'avance dans la biogonie. Et sous ma main, il y avait cette énorme œuvre qui s'appelle tout simplement dialectique de la nature. Et qui faisait
éloge sur un opuscule de Kant, opuscule de jeunesse de Kant qui s'appelle Naturgeschichte der Kosmologie und Théorie des Himmel, n'est-ce pas, qui était laissé sous silence à l'époque selon Engels. Une lecture très critique de l'histoire de la science. Je dois m'arrêter avant qu'on soit